Alors désolé, dans la vidéo précédente, mon logiciel s'est arrêté. Alors je reprends où est-ce que j'en étais rendu. J'étais en train de vous parler des différentes habiletés, alors que les habiletés de recherche permettaient de donner du sens à l'expérience, les habiletés de raisonnement, d'assurer la validité au jugement et d'organisation, de préserver le tout. Alors, il faut comprendre que les habiletés ont chacune un objectif, un but, une visée quand ils sont utilisés, qui est différent, mais qu'ils sont quand même interreliés les unes aux autres. Alors, on n'a pas, c'est pas quelque chose de séparé, c'est toujours mélangé ensemble quand on utilise les habiletés de pensée. Ici, la distinction que je vous présente, c'est simplement pour vous aider à comprendre quel est ce processus-là et comment ça se passe quand on est en train de penser. Alors, ce qui fait que ces habiletés-là qui veulent donner du sens et de la validité à l'expérience, ben, ça nous amène au point suivant qui est, dans le fond, le jugement. Alors, le processus de mobilisation et d'orchestration des habiletés de pensée, ben, le but, c'est de produire un jugement. Produire un jugement qui, dans le fond, est le résultat de ce processus-là. Il faut faire attention aussi, le jugement, souvent dans le langage commun, on voit le jugement comme un jugement de valeur, alors qu'il faut pas faire attention, il ne faut pas juger les autres, faut pas. Alors ici, c'est pas, on parle pas de ce type de jugement-là, parce que les jugements en réalité sont beaucoup plus larges que ça. Les jugements, c'est une association d'éléments qu'on va mettre ensemble pour arriver à la production, en fait, à la proposition d'un sens ou d'une validité sur l'expérience. Alors quand on fait un jugement, on est en train de proposer du sens et de la validité. Alors on voit directement le lien avec les habiletés, les différents actes de pensée desquels découlent les habiletés, c'est-à-dire rechercher, raisonner et organiser. Alors, ce qu'on veut avec ces habiletés-là, ben, c'est justement faire une proposition de sens et de validité sur l'expérience ou pour notre expérience. Alors, c'est vraiment ce qu'on va faire. En ce sens-là, le jugement va prendre différentes formes. Alors, le jugement de valeur, comme je vous disais, c'est une de ces formes de jugement-là qu'on peut avoir. Alors, quand on parle d'un jugement de valeur, c'est un jugement qu'on fait à partir de nos valeurs, de ce que nous, on croit important. Alors, on va se permettre parfois de critiquer certaines décisions, certains choix à partir de nos valeurs. Alors, quand on fait ça, on est en train de faire un jugement de valeur. Mais ce n'est pas tous les jugements qui sont des jugements de valeur. On peut avoir, par exemple, un jugement de préférence. Si moi, je dis que je préfère les fraises aux bananes, ben là, je fais un jugement de préférence. Pourquoi? Ben, les liens que je fais des liens entre la fraise, la banane, mon goût à moi, les textures, différents éléments. Alors, plusieurs aspects dans ma pensée que je vais mettre ensemble, plusieurs contenus que je vais mettre ensemble, que je vais relier par différentes habiletés, par des comparaisons, des critères, des exemples, qui vont me permettre ensuite d'exprimer ce que je veux dire pour en faire une proposition de sens ou de validité. Alors, jugement de préférence qui est souvent attaché au goût. On peut avoir aussi des jugements de réalité qui veulent exprimer quelque chose, un fait la plupart du temps. Si je dis par exemple que le mur est vert, alors j'essaie d'exprimer un fait. On va appeler ça souvent un jugement de réalité. Alors on va associer le mur, une couleur, et on va faire différents liens pour être capable d'exprimer, de faire une proposition de sens et de validité sur l'expérience. Encore ici, même si on dit que c'est un fait, le jugement de réalité peut être remis en question parce que quelqu'un pourrait dire, ben non, le mur n'est pas vert, il est turquoise. Alors là, on pourrait réfléchir pour voir ben, qu'est-ce qui appartient à quoi et peut-être qu'un de nous deux est daltonien ou pourrait avoir différentes choses ou il pourrait avoir des réalités différentes. Par exemple, si on prend les Inuits, que eux, on sent un mot pour décrire la neige. Alors, déjà là, dans le jugement de réalité, il y a une différence qui est apportée ici. Alors, c'est encore une proposition de sens qu'on veut faire. Oui, il peut y avoir un jugement de prescription où là, on ordonne à quelqu'un de faire quelque chose. Si on dit à nos élèves, ben, fais tes devoirs. Là, on est en train de faire une prescription, alors on donne un ordre, mais tout ça se repose sur des liens qu'on va faire. Ben, il faut que tu fasses tes devoirs pour être capable de bien réussir, pour que tu passes ton année, pour que tu poursuives, et ainsi de suite. Alors, c'est un jugement de prescription qui va être appuyé sur différents liens. Souvent, ces jugements-là vont... Il y a plusieurs autres types de jugements qu'on pourrait avoir, mais ça, c'est quelques jugements que, entre autres, vous avez dans le programme d'éthique et culture religieuse qui sont bien présentés. Ces jugements-là, souvent, s'influencent l'une l'autre. Alors, on peut avoir parfois des jugements de prescription qui vont s'appuyer sur des jugements de valeur qu'on va avoir, ou des jugements de préférence qui vont amener des jugements de réalité, et ainsi de suite. Alors, ces jugements-là sont différents, mais sont interreliés. Habermas ajoute à ça sur la production du jugement que, justement,
cette proposition de sens et de validité-là qui est faite dans le jugement repose sur des contenus propositionnels. Alors, on dit que c'est une proposition de sens. Alors, cette proposition-là est chargée de contenu. Alors, il y a des éléments qui sont contenus dans cette proposition-là. Alors, le jugement n'est pas juste les habiletés, mais les contenus qui sont véhiculés par ces habiletés-là. C'est-à-dire certaines idées ou certaines conceptions qu'on peut avoir qui vont être mobilisées par les habiletés dans la production du jugement. On va avoir des croyances aussi. Ben, ce qu'on va dire va s'appuyer sur des croyances, va faire référence à des croyances, va amener des croyances. Alors, les contenus, des propositions, des jugements qu'on va faire, il y a vraiment un contenu dans ces propositions. Contenu de perception aussi, on va avoir des perceptions qui vont faire qu'on va proposer certaines choses. Alors, c'est parce qu'on voit, parce qu'on perçoit, parce qu'on conçoit la réalité d'une certaine façon qu'on va produire tel ou tel jugement. Au même titre que les valeurs, alors, si on a des valeurs, ça va nous amener à produire des jugements différents. Alors, il y a plein d'éléments, des émotions, des sentiments qu'on peut avoir qui peuvent être faire partie des contenus propositionnels qui va amener une expression différente de ce jugement-là. Alors, dans ces contenus propositionnels-là, il y a toujours une prétention de sens et de validité. Alors, quand on produit un jugement, ben on prétend toujours à un certain sens, une validité. Alors, pour Habermas, ce qu'il nous dit, c'est que, ben, si on dit, si on pense, si on affirme quelque chose, c'est parce qu'on prétend que ça fait du sens, ou on prétend que c'est valide. Alors, si on le dit pas ou si on ne manifeste pas, ben c'est parce que peut-être qu'on n'est pas sûr. Mais à partir du moment où on le dit, où on le partage, ou on le montre d'une certaine façon, parce qu'il y a une prétention de vérité, une prétention de validité, une prétention de sens dans ce qu'on fait. Par contre, cette prétention-là ne garantit en rien que les contenus propositionnels sont véridiques, sont valables, sont valides. Alors, on pourrait très bien se tromper. Si je reprends seulement l'exemple du mur en disant que le mur est vert, ben peut-être que ma prétention de validité ou ma prétention de sens que je suis en train de donner, ben peut-être que je me trompe, peut-être justement que c'est pas ça. Alors, en ce sens-là, le jugement, c'est quelque chose qui est faillible, c'est quelque chose qui peut se tromper, qui n'est pas immuable, c'est quelque chose qui peut changer, qui peut être différent. Alors, cette prétention de validité-là, le fait qu'on le dise, le fait que c'est présent, que ça peut se tromper, ben de quelle façon on peut vérifier ça, de quelle façon on peut tester nos contenus propositionnels, ben c'est dans l'intersubjectivité, c'est dans la rencontre de l'autre, c'est en partageant et en ayant des rétroactions des autres sur nos propositions qu'on va faire. Alors, en ce sens-là, on voit le lien direct avec les dialogues philosophiques et l'importance du dialogue. Alors, grâce et avec et grâce aux autres, par le dialogue, on va être capable de valider, de vérifier si nos propositions, si nos prétentions fonctionnent. Oui, non, si c'est quelque chose qui est partagé avec d'autres, ça peut faire du sens, effectivement. Alors, en ce sens-là, la production du jugement, c'est une proposition qu'on fait pour essayer de donner du sens et de la validité. Alors, on voit directement le lien, on va le voir encore plus tard, là, le lien déjà, on l'entrevoit avec l'importance de la philosophie et du dialogue ici déjà. Alors, si on revient à la proposition de Lippmann, Lippmann nous dit que penser, c'est un processus qui mobilise et orchestre des attitudes et des habiletés de pensée. Alors, Lippmann lui parle d'attitude. Moi, j'aime moins les attitudes. J'aime mieux parler d'habileté sociale que d'attitude. C'est un peu équivoque comme mot attitude. Ça réfère à plusieurs choses, mais si on regarde quand même un processus qui mobilise et orchestre des attitudes et des habiletés de pensée pour produire un jugement. Et là, le jugement peut être de différents types, un peu comme on le disait. Alors, tout ça, c'est bien beau. Ça nous dit c'est quoi penser. Mais on peut très bien imaginer quelqu'un, ou on peut très bien s'imaginer soi-même être en train de penser, mais qu'en réalité, notre processus de mobilisation et d'orchestration des habiletés de pensée pour produire le jugement, ben, on n'est pas sûr, dans le fond, que il va effectivement avoir une mobilisation des habiletés de pensée qu'on a besoin pour faire ça. Alors, ça se pourrait très bien que dans le processus de pensée que je suis en train de faire, ça se pourrait qu'il y ait des habiletés que je ne mobilise pas alors que ça aurait pu être intéressant. Si je dois dire ben, pourquoi je serais un bon candidat pour un poste, ben, si je fais juste dire ben, je suis un bon candidat,
ben c'est pas suffisant. Il faut mobiliser plus d'habiletés pour ça. Il faut dire ben pourquoi, donner des raisons, apporter des exemples. Alors, il faut s'assurer qu'on mobilise certaines habiletés pour être capable d'atteindre notre objectif. Alors, rien qui assure que la mobilisation. Alors, il faut travailler cette mobilisation-là pour que les habiletés soient présentes. Rien n'assure aussi que la mobilisation est faite au bon moment, ou encore que la mobilisation va être, la combinaison et la mobilisation va être adéquate à la tâche qu'on a à faire. Je prends un exemple. Par exemple, je suis un juge et je dois rendre un verdict par rapport à une situation, et là, je reconnais l'accusé coupable de ce qu'il a fait, peu importe le crime. Alors moi, ce que je vais décider de faire, c'est de l'envoyer sur la Lune. Alors voici la sentence, tu es condamné à perpétuité sur la Lune. Alors, dans cette situation-là, on a probablement mobilisé des habiletés avec des contenus, mais de façon plus ou moins adéquate et plus ou moins au bon moment. Parce que bien que cette situation-là soit super originale, super intéressante, elle n'est pas tellement réaliste et c'est pas vraiment possible de le faire. Alors, peut-être que cet aspect créatif-là de mobilisation des habiletés de pensée, ben, c'est peut-être pas au bon moment. Puis peut-être que ça correspond pas tout à fait à ce qu'on devrait faire pour réfléchir. L'exemple est gros ici, mais on comprend que ça pourrait arriver. Rien n'assure non plus que le jugement qu'on va faire va être censé ou valide. Alors, c'est pas parce qu'on produit pas parce qu'on a un processus qui va mobiliser certaines habiletés de pensée que ça va être assurément valide et sensé. Il y a peut-être plus que ça. Alors, bien que penser, ce soit un processus de mobilisation, d'orchestration, d'habileté afin de produire un jugement, ben, si on va un peu plus loin, ça veut dire quoi, bien penser? Alors, c'est peut-être pas suffisant juste de penser. Alors, allons un peu plus loin en se demandant, ben, qu'est-ce que c'est que de bien penser? Alors, réfléchissons un peu sur cet aspect-là. Alors, bien penser. Bien penser, ici, là, on va donner des caractéristiques de ce que c'est bien penser. Alors, on garde la même définition de départ, mais on va ajouter des caractéristiques pour déterminer qu'est-ce que ça veut dire bien penser. Alors, ici, bien penser, c'est un processus réflexif par lequel les habiletés sont mobilisées et orchestrées. Alors, on reste toujours dans un processus ou des processus, parce qu'il n'y a pas un seul processus, mais comme dit McPeak, l'utilisation des habiletés de pensée, c'est toujours dans un contexte différent, où on utilise différemment les choses. Alors, c'est toujours plusieurs processus qui sont mis de l'avant. Alors, ce sont des processus réflexifs par lesquels les habiletés sont mobilisées et orchestrées. Alors, on reste toujours dans l'idée de processus de mobilisation, d'orchestration des habiletés. Pour produire, mais là, pas pour produire de n'importe quelle façon, c'est pour produire de façon compétente, libre et responsable. Des jugements, mais pas n'importe quel type de jugement. On veut des jugements qui vont être créatifs, vigilants et critiques. Alors, explorons un petit peu plus cette définition-là de qu'est-ce que bien penser pour nous aider. Alors, allons-y toujours avec nos habiletés de pensée, toujours avec le processus. Alors, on a toujours notre petit bleu avec nos engrenages ici. On est toujours dans le processus ici. Alors, avec Palacio, Daniel et La Fortune qui ont réfléchi beaucoup sur la pensée réflexive, je m'amène à dire que pour bien penser, premièrement, il faut que le processus soit fait de façon réflexive. Qu'est-ce que ça veut dire, processus de façon réflexive? Ça veut dire que notre processus qu'on utilise pour mobiliser et orchestrer les habiletés de pensée, il faut le faire avec du contrôle. Il faut assurer un contrôle sur les différentes opérations qu'on va faire et sur les différents outils qu'on va faire. Alors, c'est pas de n'importe quelle façon qu'on veut faire ça. C'est pas de façon aléatoire qu'on veut faire ça. Je reprends encore l'exemple du joueur de hockey. Alors, si on veut qu'il soit capable de le faire, il faut qu'il soit en contrôle de ce qu'il est en train de faire. Alors, pour faire son lancer, il faut qu'il soit en contrôle. Il ne faut pas qu'il soit en train de manquer son contrôle, sinon il ne sera pas en train de bien jouer au hockey, alors que ça prend un contrôle. Alors, même principe ici, alors le processus de mobilisation doit être assuré par un contrôle des opérations et des outils. Comment ça peut se manifester? Ben, de trois façons. Première façon, ben, il faut être capable de faire de la métacognition. Alors, pour avoir du contrôle sur notre processus, il faut être capable de voir qu'est-ce qui se passe dans ce processus, de prendre conscience du processus de pensée. Alors, on l'observe, on voit qu'est-ce qui est présent, qu'est-ce qui est en jeu dans le processus de pensée. Oui, assurer le contrôle dans le processus de pensée, oui, important, mais aussi dans le jugement, on va pouvoir en parler un petit peu plus tard, mais de quelle façon ça se déroule dans le processus de pensée. Alors ça, c'est le premier élément pour avoir du contrôle. Alors, il faut être capable de voir ce qui se passe, prendre conscience, faire de la métacognition. Une fois que cette métacognition-là est faite, il faut aussi être
autocritique. Faut pas juste prendre conscience de ce qui se passe, mais utiliser certains critères pour revoir qu'est-ce qui fonctionne ou qu'est-ce qui fonctionne pas dans ces processus-là. Est-ce que j'ai utilisé les bons outils? Est-ce que j'ai fait les opérations dans la bonne étape? Est-ce que j'ai oublié certains outils? Est-ce que c'était approprié la façon dont j'ai utilisé? Alors, d'être autocritique à partir des critères. Alors, souvent, les critères, c'est est-ce que c'était cohérent? Est-ce que c'était pertinent? Est-ce que c'était une bonne utilisation? Est-ce que c'était adéquat? Est-ce qu'il en manquait? Est-ce qu'il y en avait trop? Alors, c'est vraiment prendre des critères qui vont nous permettre de juger de la façon dont on mobilise et orchestre les habiletés de pensée. Alors, deuxième élément, alors premier élément pour avoir du contrôle, la métacognition, et deuxième élément, l'autocritique. Alors, une fois qu'on a été autocritique, c'est super important d'aller à l'autre étape suivante qui est l'autorégulation. Et si je fais une distinction, moi, entre autorégulation et autocorrection, parce que l'autocorrection, ça va être un processus qu'on va faire toujours a posteriori. Alors, à partir de la métacognition, de l'autocritique, on va ensuite corriger ce qu'on va faire. Mais l'idée, si on veut vraiment être en contrôle, c'est pas de le corriger par après, mais c'est être capable d'anticiper les erreurs qu'on peut avoir. Alors, cet aspect d'autorégulation-là n'est pas seulement a posteriori, mais il est aussi a priori. Alors, tout le processus de métacognition, d'autocritique doit permettre une autorégulation, c'est-à-dire une régulation à l'avance et une régulation a posteriori, a priori et a posteriori si on a besoin. Alors, en ce sens-là, bien penser, c'est plus juste on ajuste notre pensée, mais on la planifie pour déjà bien penser. On n'est plus juste dans le après. Alors, ce processus réflexif-là, et ces processus réflexifs-là sont hyper importants pour bien penser. On ne peut pas imaginer bien penser si on n'est pas en contrôle des opérations et des outils qu'on va faire. Et ça passe par la métacognition, l'autocritique, l'autorégulation. Alors, si on continue, ce processus-là, je disais que oui, il faut en assurer le contrôle. Il faut en assurer le contrôle aussi pour arriver à la production de jugements qui vont être créatifs, vigilants et critiques. Alors oui, il faut regarder le processus, de quelle façon le processus s'entame, mais voir aussi le résultat. Alors, il faut porter un regard sur le résultat et quels doivent être ces résultats-là? Ben, ça ne doit plus être un résultat qui est unidimensionnel qu'on va avoir. Ça prend la production de sens et de validité pour l'expérience de façon pluridimensionnelle. Qu'est-ce qu'on veut dire ici par pluridimensionnel? Ça veut dire qu'on ne veut pas juste un jugement qui va être simple et sec, mais on veut un jugement qui va être diversifié, complexifié par différents aspects qui ont été pris en compte. Alors, le jugement, on veut qu'il soit créatif, on veut qu'il soit vigilant, on veut qu'il soit critique. Alors, souvent, on pense à des jugements critiques. Alors, c'est souvent on entend beaucoup parler, c'est beaucoup à la mode de la pensée critique, la pensée, le jugement critique, critérié, la pratique réflexive, et ainsi de suite, mais aussi deux autres dimensions qui, pour Lippmann et pour plusieurs autres personnes, sont hyper importantes, c'est-à-dire l'aspect créatif et l'aspect vigilant. En quoi consistent ces différentes dimensions-là? Ben, si on prend la dimension critique de la pensée, ça veut dire que le processus de mobilisation et d'orchestration des habiletés de pensée n'est pas fait seulement pour donner un jugement, mais il est fait pour donner un jugement qui va être productif, c'est-à-dire qui va coller à la tâche demandée, qui va répondre à la tâche demandée et qui va être inventif aussi. Inventif qui pourrait proposer quelque chose de nouveau ou quelque chose d'original. Alors, c'est pas juste l'idée de reproduire quelque chose simple de premier niveau, mais c'est d'être capable d'ajouter une couche de productivité et d'inventivité. Alors, on pourrait rajouter plein d'autres concepts, plein d'autres caractéristiques en lien avec la pensée créative. On peut penser à original, on peut penser à unique, à diversifié. Alors, il y a plusieurs éléments qui peuvent rentrer dans cette pensée créative-là. Alors, l'idée, c'est de garder en tête dans la production du jugement, dans les processus, que les processus de mobilisation doivent aussi conduire à de la productivité et à de l'inventivité. On veut pas juste
un aspect critique, on veut cette dimension créative. Il y a ensuite la dimension vigilante. La dimension vigilante qui est la dimension de d'être attentif. Alors, on entend souvent parler, on entend parler quand même de la pensée attentive. Qu'est-ce que ça veut dire la pensée attentive? Mais c'est d'être capable de considérer plusieurs aspects. C'est pas juste s'arrêter à un élément, et c'est d'être capable de voir qu'est-ce qu'il y a de la valeur. Dans la pensée vigilante aussi, on va parler du care thinking, alors le prendre soin, l'empathie. Alors, toute cette dimension-là d'empathie, de vigilance envers les autres, pas juste envers les idées ou envers des différents éléments, mais cet aspect aussi d'être attentif à l'entièreté, à la totalité de la situation, que ce soit les sentiments, que ce soit les émotions, que ce soit le bien-être. Alors, on n'est pas seulement dans une dimension d'examen, mais vraiment de donner de l'importance, de la valeur à différents aspects. Et ensuite, la dernière dimension, la dimension critique, c'est qu'on connaît le plus, l'idée d'avoir des jugements qui vont être raisonnés, c'est-à-dire qui vont s'appliquer sur des raisons et un raisonnement, c'est-à-dire une suite de raisons et qui vont être justifiés, alors qui vont s'appuyer sur certains aspects des critères ou des raisons, qui vont s'appuyer sur un ensemble d'éléments qui vont permettre de l'ancrer et de donner justement une valeur, une validité à ce raisonnement-là. Alors, dans le processus réflexif de la mobilisation et d'orchestration des habiletés de pensée, on veut aussi que cette mobilisation-là, elle soit pas juste réflexive, métacognitive, autocritique, autorégulatrice, mais on veut aussi qu'elle soit créative, vigilante et critique pour s'assurer de bien penser. Alors, il faut se rendre jusque-là pour être capable de bien penser. Maintenant, le jugement, ce qu'on peut ajouter en plus, c'est que pas le jugement, mais le bien penser, ce qu'on peut ajouter, c'est que ces processus-là et ce jugement-là vont être faits dans le but d'être compétent, libre et responsable. Alors, là, on se rapproche directement à ce qu'on veut avec la philo pour enfants, c'est-à-dire penser par et pour soi-même. Alors, on veut penser par soi-même, c'est-à-dire on veut être capable d'avoir des résultats qui vont être contextualisés, qui correspondent au contexte. Alors ça a directement un lien avec la compétence. On va l'aborder un peu plus. On veut aussi penser par et pour soi-même, ça veut dire qu'on veut s'émanciper. On ne veut pas être pris dans des situations qui ne sont pas notre propre pensée. On ne veut pas être copié ou enfermé dans une pensée qui n'est pas la nôtre. Alors on veut vraiment émanciper notre pensée. Mais cette pensée-là, on ne veut pas l'émanciper simplement en partant de soi. On veut l'ancrer dans quelque chose qui nous dépasse, qui est plus grand que nous, dans des principes qui vont être transcendants. Alors, on va examiner plus en détail un peu ces trois aspects-là pour nous aider. Alors, qu'est-ce qu'on entend par penser par soi-même avec compétence? Alors, penser de façon compétente, là, c'est des choses que vous avez déjà entendues qui vous rappellent, mais juste un petit rappel pour nous montrer que pour bien penser, il faut penser de façon compétente. C'est-à-dire qu'il faut penser en situation réelle. Il faut être capable de se rattacher au réel, au concret. Alors, on n'est pas dans une situation extérieure. Alors, on pourrait très bien imaginer toutes sortes d'affaires, mais ne pas être dans la situation réelle. Alors, important pour être compétent d'être attaché à une situation réelle. Autre chose aussi, c'est pour être compétent, il faut être capable de mobiliser des savoirs. Alors, des contenus. Alors, on a parlé un peu plus tôt de contenus propositionnels. Alors, dans ces contenus propositionnels-là, il y a des savoirs, mais aussi des savoir-faire. Alors, on a parlé des habiletés de pensée. Alors, pour être compétent, il faut être capable de mobiliser adéquatement les habiletés de pensée. Il y a des savoir-être, alors des habiletés sociales, des habiletés individuelles, des habiletés langagières qui peuvent faire entre autres partie de ce savoir-être-là, et des savoirs méthodologiques pour des procédures, des façons qu'on peut faire. Alors, une compétence, oui, ça s'inscrit dans des situations réelles, mais c'est l'utilisation de savoir, de savoir-faire, de savoir-être, de savoir méthodologique qui vont permettre ensuite de devenir autonome. Alors, autonome dans ce qu'on va faire. Alors, parce qu'on est capable d'utiliser les différents savoirs dans un contexte réel, on est capable de le faire de façon autonome. Et autonome ici, il ne faut pas le comprendre sans l'aide de personne, mais autonome, c'est être capable de le faire soit par soi-même ou de reconnaître qu'on a besoin d'aide pour le faire et aller chercher cette aide-là. Alors, oui, autonome, mais avec et grâce aux autres dans la situation qui nous implique. Alors, ici, bien entendu, grâce au dialogue, c'est
on le fait de façon autonome, mais toujours en contact avec les autres qui sont des personnes qui vont nous aider à réaliser. Une image que j'aime bien pour montrer ça, être capable de monter le mont Everest, ben, on peut le faire de façon toute seule. C'est sûr que je peux le faire en complète autonomie, mais il y a des bouts que ça peut être vraiment, vraiment très difficile. Alors que si je suis en groupe, ben peut-être que le fait que je sois en groupe, oui, je vais le monter toute seule. Il n'y a personne qui va monter le mont Everest pour moi. C'est moi qui vais le monter, je vais le monter de façon autonome. Mais je peux le faire avec les autres. Ça veut dire que je vais peut-être être attaché avec quelqu'un pour avoir plus de sécurité. S'il y a un moment où je suis blessé, ben peut-être quelqu'un va porter mes bagages, puis la fois d'après, c'est moi qui va porter ses bagages. Alors l'idée d'être autonome, mais avec les autres, reste présent. En ce sens-là, l'utilisation des différents savoirs peut se faire de façon autonome, mais on peut s'entraider entre nous pour contribuer à cette autonomie-là. Alors, penser par et pour soi-même avec compétence dans une situation avec les différents savoirs pour devenir autonome. L'autonomie, c'est bien beau, mais il ne faut pas juste être capable de le faire par soi-même, il faut être capable de le faire aussi de façon libre. Alors, je peux très bien le faire par moi-même, mais utiliser juste ce que les autres m'ont proposé en étant pris dans ça. Alors, cette idée de liberté-là fait référence, entre autres, à ce que Paul et Elder vont dire que quand on pense, souvent, on est déterminé par des conditions individuelles, culturelles, sociales qui vont faire qu'on ne sera pas capable de dépasser ces déterminants-là. Par exemple, si je suis, exemple qui arrive souvent, je suis né dans un pays communiste et pour moi, le communisme, c'est ce qui est enseigné à l'école, c'est ce qui est important. Alors moi, je vais penser dans mes déterminants que le communisme est la meilleure façon d'organiser un pays et je vais juger, je vais penser à partir de ce schème-là qui va m'avoir été présenté. Même principe, là je dis le communisme, mais c'est le même principe si j'ai été élevé en Amérique du Nord et que c'est le capitalisme qui est le plus important. Alors pour moi, dans ma tête, c'est le déterminant social, économique va faire que je vais penser d'emblée que ce sont les droits qui sont les droits individuels qui priment sur les droits collectifs. Alors, en ce sens, on a déjà des déterminants qui vont jouer sur ce qu'on va penser. Là, je donnais un exemple d'un déterminant social, mais on peut avoir des déterminants sociaux. Alors, la façon dont on a été élevé par nos parents, qui vont avoir une influence directe sur notre façon de penser. On ne sera pas détaché de ça. Alors, pour Paul et Elder, il faut être capable de dépasser ces déterminants individuels, sociaux et culturels-là si on veut être capable de penser par nous-mêmes. En ce sens-là, il faut être capable de développer certaines vertus intellectuelles comme l'impartialité intellectuelle. Alors, être capable de regarder les deux côtés de la médaille pour être capable de juger effectivement. Alors, si moi, je pense que c'est le capitalisme qui est le meilleur, ben, est-ce que je suis capable d'être impartial puis d'aller voir qu'est-ce qu'il y a de bon dans le communisme? Est-ce que je suis capable de voir qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans le capitalisme pour voir pour être impartial, alors regarder les deux côtés de la médaille. Il y a aussi l'idée de l'humilité. Alors, être capable de reconnaître qu'on s'est trompé. Ah oui, c'est vrai, si je suis comme ça aujourd'hui, ben c'est parce que j'ai vécu ça dans ma vie, j'ai appris ça comme ça, et je dois avoir l'humilité de dire, ben c'est peut-être pas ça qu'il faudrait, puis il faut peut-être que moi je change dans ma façon de penser. Alors ça prend une certaine humilité pour être capable de faire ces dépassements-là. Même principe pour le courage, ça prend du courage pour dépasser certains aspects, ça prend une intégrité intellectuelle pour faire ça. Alors pour Paul et Elder, cette liberté-là passe entre autres par le dépassement des déterminants qu'on peut avoir. Alors, si on veut penser par et pour soi-même, il faut être capable de dépasser ces déterminants-là en les remettant en question, en se remettant nous-mêmes en question, en acceptant qu'on ait fait des erreurs, qu'on se trompe et en ayant le courage d'aller plus loin. Chose qui n'est pas facile, d'autant plus que souvent, on va être pris dans des schèmes aussi, dans des présupposés personnels qu'on peut avoir, dans des biais cognitifs qu'on va avoir. On en a parlé d'ailleurs, vous avez vu les textes sur les biais cognitifs. Alors, biais de confirmation qui va faire qu'on ne questionnera pas ce avec quoi on est d'accord, on va questionner seulement ce avec quoi on est en désaccord. Ce qui fait que d'emblée, on n'aura pas tendance à dépasser ces déterminants-là parce qu'on est déjà assis sur nos présupposés et sur nos biais que nous avons qui nous empêchent justement de faire le renversement et d'être vraiment libre. Est-ce que ça veut dire qu'on n'adhérera pas à ces déterminants-là? Non, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va d'emblée rejeter du revers de la main nos déterminants.
Ce que ça veut dire, c'est qu'on va en prendre conscience, on va être capable de les appuyer, on va être capable de savoir pourquoi qu'on va le faire, on va être capable de les remettre en question, d'aller plus loin s'il faut aller plus loin, ou d'avoir des vraies raisons pour dire, ben voici pourquoi moi j'ai choisi ça, voici pourquoi moi je suis libre dans ma pensée, je suis conscient de ça, j'ai pris connaissance de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas, et moi j'ai fait le choix à partir de ce moment-là de déterminer voici ce qu'il en est. Alors on dépasse les déterminants de cette façon. C'est bien beau être libre, mais il ne faut pas le faire simplement à partir de ce que nous, on veut, parce qu'on peut très bien dire, ben, je dépasse mes déterminants, mais tout ce que je veux, c'est des choses qui vont me satisfaire moi. Alors, l'idée de penser par et pour soi-même, c'est pas juste l'idée de dépasser ces déterminants-là pour ma propre satisfaction, mais c'est de le faire avec responsabilité. C'est-à-dire, pas le faire simplement, oui, le faire pour moi, être responsable de ce que je pense. Alors, tenir ce que je pense, mais être responsable de ce que ça va avoir comme impact aussi, ce que je vais penser, ce que je vais dire. En ce sens-là, la responsabilité se fonde dans des principes qui vont être transcendants, des principes qui vont nous dépasser. Puis là, on est directement dans la philosophie quand on disait que la philo, c'est d'être capable d'universaliser, de dépasser notre propre condition pour s'attacher à la condition universelle. Alors, se détacher, être libre, se dépasser nos déterminants, c'est dépasser nos déterminants contingents dans le contexte dans lequel on est pour aller vers des principes qui sont plus grands que nous, des principes qui pourraient s'appliquer à tous, indépendamment du contexte dans lequel on est. Et là, on rentre vraiment dans la philosophie directement parce que ces principes-là, entre autres pour Hannah Arendt et Charles Taylor, se trouvent dans la justice, dans le vrai, dans le beau, dans le bon, dans finalement les critères qui sont les métacritères philosophiques qui nous permettent d'asseoir le sens et la vérité. Alors, c'est plus simplement de penser pour moi, alors le fait d'être libre, mais c'est le fait d'être libre à partir des principes qui me dépassent. Alors, je vais appuyer ma pensée, pas juste sur quelque chose qui va m'avantager moi, mais qui va me dépasser, me faire sortir de ma propre condition contingente et qui va me faire aller plus loin. En ce sens-là, bien penser, on comprend que c'est un processus ou des processus réflexifs, alors qui implique la métacognition, l'autocorrection et l'autocritique, par lesquels on va mobiliser, orchestrer des habiletés de pensée afin de produire de façon compétente, c'est-à-dire en situation avec différents savoirs et de façon autonome pour la liberté, c'est-à-dire en dépassant nos contingences et en dépassant nos présupposés, nos biais, afin d'être responsable en s'appuyant sur des principes qui vont nous dépasser, entre autres des principes de justice, de vérité, de bonté, de beauté, afin que nos jugements soient créatifs, vigilants et critiques. Alors, bien penser, c'est pas juste mobiliser des habiletés de pensée, c'est le faire vraiment de façon spécifique. Puis là, ici, je garde l'attention sur le bien penser. Bien penser, c'est pas une forme particulière. Il n'y a pas une façon de bien penser, mais bien penser, c'est multiple. Alors, il peut y avoir plusieurs façons de bien penser. Parce qu'on pourrait être réflexif différemment selon le contexte. On peut apporter des jugements qui vont être créatifs, critiques selon un autre contexte. C'est-à-dire que dans un même contexte, ça se pourrait très bien que quelqu'un ait une idée différente d'une autre, mais que les deux, même s'ils n'arrivent pas à la même idée, les deux ont été dans un processus de bien penser. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir été capables d'être réflexifs, parce qu'ils vont avoir été capables de mobiliser les habiletés de pensée afin d'être compétents, d'être responsables, d'être libres. Ils vont avoir mobilisé les habiletés de pensée pour arriver à des jugements qui vont être créatifs, critiques, mais ça ne veut pas dire que ça va prendre nécessairement la même forme. Alors, le bien penser, même si c'est des processus, ça dit c'est des processus qui peuvent être multiples. En ce sens-là, ça ne veut pas dire qu'on arrive à une bonne réponse parce qu'on pense bien. Et ça ne veut pas dire que parce qu'on pense bien que l'autre ne peut pas bien penser aussi et arriver à une réponse différente de la nôtre. Alors, d'où l'importance d'arriver dans la discussion et l'échange par rapport à tout ça pour trouver des terrains d'entente de façon intersubjective. Bien penser, si on le met dans un schéma, alors à quoi ça peut ressembler? Alors bien penser, on a différentes habiletés. Alors on a des habiletés de recherche,
des habiletés d'organisation de l'information, des habiletés de raisonnement. Chacune de ces habiletés-là vont permettre soit d'établir du sens, de la validité ou d'assurer, de préserver ce sens, cette validité-là. Alors, plusieurs habiletés qui peuvent être mobilisées. Dans cette mobilisation-là, on va le faire avec une pluridimensionnalité, c'est-à-dire on va mobiliser les habiletés de recherche, de raisonnement et d'organisation pour être créatif, pour être vigilant et pour être critique. Tout ça va être encadré par la métacognition, par l'autocritique, par l'autorégulation qui va s'assurer de donner un cadre à l'utilisation de ces habiletés et des modalités, des dimensions de la pensée. Tout ça doit passer ensuite par le filtre de la compétence, c'est-à-dire de se faire dans un contexte réel où on utilise les différents savoirs, où on travaille avec les vertus, où on veut être responsable, autonome, où on veut dépasser nos contingences pour arriver à des jugements qui effectivement vont être solides et bien construits. Alors, c'est le bien pensé. Voilà, je vous ai garoché tout ça. Non, ça fait beaucoup de choses pour qu'est-ce que penser, qu'est-ce que bien penser. Il faut comprendre ici que c'est une conception de la pensée et du bien penser. On peut avoir d'autres auteurs ou d'autres personnes qui vont concevoir la pensée ou le bien penser différemment. On a juste à penser entre autres à Tosi ou Brenifi qui, eux, dans les actes de pensée, ne diront pas que c'est recherché, raisonner et organiser. Eux, ils vont parler d'argumenter, justifier et problématiser. Alors, on est dans d'autres façons de concevoir la pensée. Ce que j'aime de celle-là, c'est que c'est large, ça s'applique, oui, à la philo, mais ça va s'appliquer à d'autres contextes aussi de la pensée. Parce que penser, on ne veut pas juste bien penser en philo, on veut bien penser dans la vie de tous les jours. On veut bien penser quand on est en train de souper avec nos enfants, avec notre conjoint. On veut bien penser quand on est sur le point d'acheter quelque chose. On veut que la pensée soit présente partout, pas juste dans les dialogues philosophiques. Voilà pour bien penser. Maintenant, c'est bien beau tout ça, mais quelles sont les implications pour l'animation? Alors, si le but d'un dialogue philo, c'est d'amener les participants à penser par et pour eux-mêmes, à bien penser. Maintenant qu'on comprend c'est quoi bien penser, penser par et pour soi-même, comment ça peut se manifester dans l'animation d'une discussion philo? Alors, pour ça, il y a plusieurs choses. Alors, je vais passer rapidement, je peux passer sur tous les éléments. Ça aurait été intéressant qu'on puisse en discuter en classe des différents moyens qui peuvent être pris, mais je vais quand même vous proposer quelques pistes pour vous aider ici, qui vont être des pistes de départ pour réfléchir, mais qui vont vous permettre aussi d'aller plus loin par votre propre pratique, par votre propre intérêt. Alors, si on y va, là, bien penser, ce sont des processus réflexifs qui mobilisent et orchestrent des habiletés de pensée, des habiletés qui peuvent être à la fois sociales, cognitives, pour être compétents, libres et responsables, afin de produire des jugements qui sont créatifs, vigilants et critiques. Alors, maintenant, comment on peut faire pour que nos animations prennent en considération ces éléments-là? Parce qu'on doit planifier notre animation en fonction de ça. Si on dit que on veut amener les jeunes à penser par et pour eux-mêmes, ben si on sait que pour penser par et pour soi-même, il faut avoir une dimension réflexive, une dimension compétente, libre et responsable, et une dimension créative, vigilante et critique, ben comment on peut faire pour structurer nos animations pour faire ça? Alors, comment on fait pour structurer la métacognition? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour structurer la métacognition ou pour structurer l'autocritique ou encore l'autorégulation? Alors, de quelle façon on peut faire ça? Bien, il y a plusieurs façons qu'on peut le faire. Premier élément qui est important, c'est qu'on ne peut pas être réflexif sur tout le temps. Pas en commençant du moins. Alors, c'est difficile quand on commence à faire des discussions, quand on commence à réfléchir, d'être capable de tout observer, prendre conscience de tout à la fois. C'est vraiment difficile. D'où l'importance, quand je vous parlais de la préparation d'une discussion philo, d'identifier une ou deux habiletés que vous voulez travailler. Alors, ça rend la métacognition beaucoup plus facile d'observer un, deux, peut-être trois éléments avec vos jeunes que d'en observer toutes sans que ce soit précis. Alors, déjà en partant de cibler les éléments sur lesquels on veut faire la métacognition aide grandement. Alors, cibler les habiletés ou les différents éléments que vous voulez travailler. Si vous voulez travailler la pensée créative,
parce que ça peut aussi être quelque chose sur lequel on fait de la métacognition, cibler de quelle façon vous allez travailler la pensée créative pour qu'on soit capable de faire un regard, de porter un regard sur ça. Alors, important de commencer par cibler les habiletés que vous voulez faire. Important aussi de cibler ces habiletés-là parce que vous serez capable, une fois que vous avez ciblé, je ne sais pas, vous ciblez, donner des raisons, faire des relations partout, vous allez être en mesure de préparer des questions spécifiques pour travailler ces habiletés de pensée-là. J'ai parlé de différents types de questions. Alors, sachant que vous voulez travailler ça, vous allez pouvoir préparer votre animation pour être capable de effectivement questionner pour amener l'utilisation de ces habiletés-là. Si on dit que bien penser, c'est le processus qui mobilise et orchestre, de quelle façon on peut solliciter cette mobilisation-là et cette orchestration-là, c'est en planifiant nos questions pour y arriver. Alors, on planifie des questions qui vont nous permettre de travailler cette métacognition-là. Alors, c'est une façon qu'on peut le faire. Déjà, en ciblant, c'est quelque chose qui va aider pour faire de la métacognition, pour voir aussi une autocritique. Alors, est-ce qu'on l'a bien utilisé? Oui, non, de quelle façon? Alors, si on regarde un ou deux éléments, c'est plus facile de faire de l'autocritique sur ça. Et l'autorégulation, important aussi, qu'est-ce qui manque? Alors ça, c'est souvent ce qu'on fait pas. OK, on regarde ce qui s'est passé, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire la prochaine fois ou de quelle façon il faudrait le planifier? Ça peut être intéressant, mais l'autorégulation, ça peut aussi être au début. OK, voici, aujourd'hui, on va travailler, faire des relations partie-tout. Relations partie-tout, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ça veut peut-être dire prendre la peine d'expliquer c'est quoi les attentes qu'on peut avoir, de quelle façon on peut remplir ces attentes-là, en donnant des cibles d'apprentissage qu'on va faire. Alors ça facilite l'autorégulation quand on est déjà capable de comprendre quand les jeunes sont capables de comprendre ce qui est à faire. Alors ça, c'est une façon. Cibler une ou deux habiletés aide beaucoup. Ce qu'on peut faire aussi de façon plus large, sans que ce soit ça ou qu'on peut attacher directement à ces éléments-là, mais on peut avoir, entre autres, une feuille d'observation. Est-ce qu'on met des observateurs? Alors, on peut très bien avoir des observateurs qui vont faire de la métacognition sur le processus, qui vont être critiques par rapport au processus, qui vont proposer des pistes de solutions et des pistes d'utilisation qu'on va faire. Alors, l'utilisation d'animateurs est super intéressant pour travailler sur le processus réflexif. On peut donner des feuilles pour faciliter l'observation, pour aider l'observation. Je vous en ai mis d'ailleurs dans le Moodle différentes feuilles pour faire justement des observations. De quelle façon on peut faire l'observation? On peut aider les jeunes à faire de l'observation, justement pour être métacognitif, pour être autocritique, pour faire de l'autorégulation. On peut aussi travailler autrement. On peut travailler au début en leur demandant OK, quelle est votre position? Vous écrivez votre position, qu'est-ce que vous pensez de la question, par exemple, si vous partez d'une question, partez d'un élément plus précis. Chacun marque une petite réponse sur ce qu'il pense, et à la fin complètement, on demande aux élèves de dire regarde ce que tu as marqué au début, est-ce que tu es encore d'accord avec ce que tu as dit au début? Oui, non, pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que ça a changé? Alors là, on leur demande OK, tu disais ça au début, tu dis ça maintenant, qu'est-ce qui fait que ça a changé? Pourquoi ça a changé? Et ainsi de suite. Alors, on est aussi dans ce processus. Alors, des fois, juste un petit moment au début pour prendre position, un petit moment à la fin pour est-ce que tu es encore d'accord avec ta position? Tu te dis pourquoi oui ou non. Alors, ça peut être un élément qui peut être intéressant à faire. Pour ça, ça peut être intéressant de fournir une feuille de suivi de discussion. Moi, je fais souvent ça avec mes élèves, une petite feuille de suivi où ils peuvent prendre des notes, où ils marquent des choses sur la feuille, où tu peux récupérer la feuille, ça fait des traces, si tu veux les utiliser en éthique, si tu veux les utiliser en français, l'utiliser en sciences, peu importe ce que tu vas travailler. Alors, la possibilité d'avoir des feuilles de suivi, je vous en ai mis aussi des feuilles de suivi pour vous donner des idées à quoi ça peut ressembler, soit avec des plus jeunes ou avec des plus vieux. Vous pouvez, si vous voulez aller plus loin, même encore, demander des travaux. Alors, est-ce que vous demandez un petit travail à la fin de ce que vous voulez faire? Là, on rentre plus dans une situation d'apprentissage philosophique. Vous aurez la chance de voir ça dans le cours à l'hiver. Mais est-ce qu'on demande un petit travail et de ce petit travail-là, l'enseignant, vous mettez des petits commentaires de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne pas, des questions que vous posez pour clarification, et les élèves, plutôt que d'avoir une note, ont à retravailler, à refaire, à reprendre ce qu'ils ont fait à partir des commentaires qu'ils ont eu. Alors là, on est vraiment dans
dans un processus de formation vraiment sur la pensée, parce que vous allez mettre des commentaires en lien avec les habiletés, en lien avec la pensée créative, en lien avec les présupposés qu'ils vont avoir, et ainsi de suite, pour les amener à aller plus loin et à retravailler, à refaire à nouveau ce qu'on va avoir fait. Ça peut se faire en plusieurs étapes, ça peut changer par un petit retour, une petite discussion, un autre petit retour, et ainsi de suite. Vous pouvez le bonifier comme vous voulez. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites pour stimuler la réflexivité dans ces processus-là. Libre à vous d'imaginer autre chose en lien avec ça. Si on va maintenant pour les habiletés que la compétence, la liberté et la responsabilité, ben important si on veut s'assurer de travailler ces éléments-là, de s'assurer de travailler en contexte. Alors, prendre des éléments contextuels qui vont permettre justement de donner du sens et de la validité et de solliciter les différents savoirs qu'on va avoir. Alors, de placer en contexte réel, c'est super intéressant, puis c'est plus qu'intéressant, c'est important. Alors, oui, c'est super intéressant d'avoir une histoire, commencer par une histoire, mais l'histoire, c'est pas quelque chose qui est nécessairement concret. Alors, rentrer dans le concret qui peut être très significatif. Varier aussi les différents éléments. Alors, de quelle façon, les éléments déclencheurs, je veux dire. Alors, de quelle façon on peut varier? Parce que toujours faire de la même façon, ça veut dire qu'on devient compétent d'une seule façon, alors que dans la vie de tous les jours, comme je disais un peu plus tôt, on veut qu'on devienne bon penseur dans toutes les situations. Alors, si on veut que ça se transfère, parce qu'on sait que la notion de compétence transversale ou de transversalité, de transfert des compétences, qu'est-ce qui permet ces transferts-là? C'est quand on a une diversité de contextes pour mettre en pratique les différents éléments. Alors, important de contextualiser. Important aussi de déstabiliser un peu les participants. Alors, dans le questionnement, super important là, de préparer le questionnement pour que ces éléments-là aillent plus loin. Alors, il faut questionner systématiquement et il faut tout questionner. On ne peut pas se limiter à certains aspects, mais il faut s'assurer de tout questionner pour favoriser l'émancipation. Aussi, ouvrir sur des principes. Alors là, les principes ici, un des reproches qui est souvent fait en dialogue philosophique, c'est que ce qui se passe en dialogue philosophique, on n'est pas proche de la réalité, pas proche de la vie. Alors, il faut amener la vie dans la communauté de recherche. Il faut amener les différents aspects de la vie courante dans la discussion philo qu'on va avoir. Ça veut dire que vous êtes responsable, puis là, ça va aussi avec les responsabilités de l'enseignant qui est à la fois porteur de culture et qui présente la culture aux élèves. Alors, vous devez amener ces éléments de culture-là qui font partie des principes pour réfléchir. Il faut apporter la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il faut apporter des notions de loi. Il faut apporter la pyramide de Maslow pour les besoins. Il faut apporter certains principes. Alors, il faut nourrir la discussion philo des éléments qui sont extérieurs de la discussion philo elle-même. Puis ça, c'est la responsabilité de l'animateur de le faire. Parce que les jeunes, oui, ils vont le faire, mais ils vont le faire à leur mesure. Et nous, c'est la responsabilité de l'animateur d'élever d'un cran justement pour leur permettre d'être le plus libre possible, mais de le faire à partir de principes, mais d'apporter des éléments qui vont servir de jugement et qui vont être observés dans la discussion. L'idée, c'est pas de les apporter comme des vérités, mais c'est de les apporter comme des éléments de réflexion qui nous permettent d'aller plus loin, qui doivent aussi être questionnés, parce que c'est pas nécessairement des principes universaux ou des principes qui sont immuables. Au contraire, c'est des principes qu'on peut remettre en question, mais qui sont quand même là pour nous aider à donner certains principes, certains repères. Si on continue, produire des jugements vigilants, critiques et créatifs. Alors, comment qu'on peut faire pour être productif, inventif, attentif, évaluatif et justifié et raisonné? Justifié accent aigu et non R, excusez l'erreur. Alors, de quelle façon on peut faire ça? Ben, c'est en planifiant notre animation, en planifiant des moments de créativité, en planifiant des moments d'évaluation, en planifiant des moments de justification. Être capable
d'identifier des moments où, ben là, ce serait important peut-être qu'on fasse une petite analogie. Peut-être que ce serait important qu'on se sépare en sous-groupes pour trouver ou à observer, évaluer une situation. Peut-être que ce serait important qu'on revienne à la recherche de critères. Ici, ces éléments-là, on peut faire un lien direct aussi avec les différents moments du processus de recherche. Alors, dans la problématisation, alors on a beaucoup être attentif et évaluer des éléments la dans la théorisation, bon, on est beaucoup dans la productivité, dans l'inventivité et dans la justification. On est vraiment là de l'idée de justifier et de raisonner. Alors, on est très proche de notre processus de recherche. Alors, en ce sens-là, s'assurer qu'on touche les différentes dimensions du processus de recherche pour être créatif, ben, il faut le faire aussi. Ça peut être intéressant aussi de voir dans les activités qu'on va proposer par la suite, si on veut proposer des activités, ben, est-ce qu'on peut formaliser justement cette productivité-là ou formaliser cette évaluation-là, formaliser cette justification-là, de quelle façon on peut le faire pour y arriver. Alors voilà, ça fait un tour un peu de tout ce qui est... en fait, ça peut pas le tour de tout, mais ça fait une présentation sommaire de qu'est-ce que penser, qu'est-ce que bien penser et les implications que ça peut avoir pour l'animation. C'est sûr qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent être abordées plus loin. Alors, il y a plusieurs propositions qui sont là aussi pour vous aider à continuer votre réflexion, mais je mets aussi dans le Moodle quelques outils qui peuvent vous aider pour formaliser tous ces éléments de la pensée, du bien-penser-là dans vos animations de dialogue philosophique. Alors, n'hésitez pas à vous servir de ça parce que, en fait, si je reviens là quand vous aurez à préparer vos animations, puis là, je reviens à la préparation en lien avec ce qu'on vient de dire, quand vous aurez à préparer vos animations, il y avait déjà des moments où vous deviez penser, ben, quelles sont les habiletés de pensée ou les habiletés sociales que nous voulons travailler, les habiletés sociales ou cognitives. De quelle façon je veux m'assurer d'une créativité, de quelle façon je peux travailler tel élément. Alors, avoir maintenant, ben, en lien avec la préparation, maintenant qu'on comprend mieux qu'est-ce que bien penser, ben, qu'est-ce que je peux mettre en place pour justement m'assurer de ce bien penser-là. Ça ne veut pas dire que pour chaque animation, vous devez planifier quelque chose pour chaque élément. C'est impensable de tout faire ça. Au même titre que c'est impensable de vouloir travailler toutes les habiletés en même temps, de vouloir travailler. C'est pas possible de le faire systématiquement pour tout le temps. Vous devez penser que vous allez faire plusieurs animations. Puis là, ça devient vraiment important d'avoir une récurrence, une répétition, puis une constance dans la pratique. Parce que cette récurrence, cette répétition, cette constance-là va permettre de travailler à tour de rôle certains aspects qui vont permettre de bien penser. Parce que c'est pas en une fois qu'on va pouvoir tout développer ça, mais c'est en plusieurs fois qu'on va faire le développement de petites choses qui, à force d'en faire, va finir par faire des grosses choses et qui va faire que les jeunes vont penser de plus en plus par et pour eux-mêmes. Alors, en ce sens-là, n'ayez pas l'ambition de tout travailler en même temps, mais sélectionner. Alors, qu'est-ce que dans ma discussion philo aujourd'hui je veux faire? Ben, je veux travailler aujourd'hui, dégager des conséquences. C'est ce que je veux faire. Et dans les dégager des conséquences, je voudrais aussi travailler la pensée créatrice parce que ce qu'on va planifier après, ben, à partir des conséquences, trouvez-moi une solution qui pourrait être intéressante pour résoudre le problème. Alors là, on vient de faire une cohérence dans ce qu'on a fait. On n'a pas ciblé 50 000 choses, mais on a travaillé 2 choses. La fois d'après, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, peut-être qu'on va travailler donner des raisons et donner des raisons, faire un lien avec l'actualité pour être capable d'aller plus loin, pour être capable d'avoir, travailler la dimension critique. Alors, c'est pas en une seule fois qu'on peut le faire, même si souvent on va travailler un petit peu les autres, mais dans la façon dont on va le formaliser pour notre préparation, il ne faut pas penser tout préparer à l'avance. Voilà, alors ça fait un survol rapide de ce que je voulais vous parler, mais ça permet aussi de faire des liens avec ce qui avait été présenté depuis le début de la session, comme on avait parlé à plusieurs fois de la pensée.
des habiletés de pensée. Maintenant, c'est plus concret, vous êtes capable de l'intégrer de façon plus adéquate dans ce que vous allez faire comme préparation. Sur ce, je vous souhaite une bonne préparation pour vos ateliers. J'ai vraiment hâte de voir les ateliers que vous allez avoir préparés et de pouvoir réfléchir et discuter avec vous. On se voit très bientôt. Bye!